Champions of Midgard, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans sa version de base. On peut monter jusqu'à 5 joueurs avec une extension dont je vais parler. Les parties durent à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie, et ça se joue à partir de 14 ans, et c'est un jeu dans lequel vous allez jouer un chef de clan viking qui va essayer de devenir le grand chef des vikings, le Jarl. Et pour ça, il va falloir vaincre tout un tas d'ennemis et essayer de faire des expéditions et recruter du coup des soldats, des guerriers vikings, pour essayer de mener à bien toutes ces expéditions. Donc je vous ai expliqué ça, je vous ai expliqué dans un premier temps les règles du jeu de base, qui est donc ici, qui existe, qui est sorti en français, et je vous ai expliqué aussi les 2 extensions qui sont sorties pour ce jeu, et qui, elles, par contre, ne sont sorties que en VO. Il y avait eu une campagne Kickstarter, je crois, pour les éditer en français, mais qui n'a pas marché. Et c'est bien dommage, parce que vous allez voir que les extensions sont un vrai plus pour le jeu, qui est déjà sympathique de base, mais qui devient vraiment excellent avec ces extensions. Donc je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, vous avez un grand plateau à mettre au centre de la table sur lequel on va mettre plusieurs éléments, notamment des cartes. Il y a beaucoup de cartes différentes dans le jeu. Il va falloir prendre chaque tas de cartes et mélanger toutes les cartes pour pouvoir les placer sur les bons emplacements. Donc vous avez des cartes runes que vous allez mettre à cet endroit-là. Vous allez avoir les cartes destinées qui vont aller ici. Vous allez avoir les cartes navires marchands que vous mélangerez, que vous mettrez là, en tas, toutes face cachée en début de partie. Les cartes expédition, donc les petites cartes bleues ici. Ensuite, vous allez avoir les cartes drogre qui vont venir ici, les cartes troll qui vont aller là-haut, et les cartes monstres, enfin, qui vont aller ici en bas à gauche. Donc voilà toutes les cartes qu'il faudra installer donc en tas face cachée en début de partie. En plus de ces cartes, on va avoir 2 navires, donc 2 dracars. Le petit dracar, le grand dracar qui seront sur le plateau à ces endroits-là, qui seront des dracars publics comme indiqué. Et vous allez avoir un certain nombre de dracars privés qu'il va falloir construire pendant la partie, que vous allez mettre sur le côté du plateau, en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2 joueurs, vous utiliserez celui de capacité 6 et de capacité 8. Si vous jouez à 3, comme j'ai fait la mise en place ici, vous utiliserez en plus celui avec le petit symbole de 3 joueurs ici de capacité 7. Et si vous jouez à 4, vous rajouterez le dernier pour 4 joueurs, capacité 7 aussi. Ces dracars-là, donc, c'est des tuiles que vous mettez sur le côté, qu'on pourra récupérer pendant la partie éventuellement. Ensuite, toujours sur ce plateau, vous allez avoir des tuiles étales à mettre en place en début de partie. Là encore, en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez uniquement à 2, vous ne mettrez que 2 tuiles ici. Ces tuiles-là, il va y avoir des tuiles économie et des tuiles militaires. Donc c'est 2 types de tuiles différentes. Vous les mélangez en début de partie, il y en a plusieurs dans la boîte. Et si vous jouez à 2 joueurs uniquement, il faudra une tuile militaire et une tuile économie. Si vous jouez à 3, il faudra une tuile militaire et 2 tuiles économie. Et si vous jouez à 4, il y aura 2 tuiles militaires et 2 tuiles économie. Vous rajouterez une petite tuile ici. Enfin, toujours sur ce plateau, vous avez un petit compte-tour en haut, tour de jeu. Vous mettrez le petit jeton sur l'emplacement 1 et vous voyez tout de suite qu'il y aura 8 tours de jeu pour une partie. Ensuite, on va s'occuper de la mise en place de chaque joueur. On va déterminer tout d'abord un premier joueur, aléatoirement, comme vous voulez, qui recevra la petite plaquette de premier joueur. Et ensuite, en commençant par le dernier joueur, donc ça va jouer dans le sens aigu d'une montre, comme dans beaucoup de jeux, donc en commençant par le joueur à la droite de celui qui a la plaquette premier joueur, chaque joueur va pouvoir récupérer donc son chef viking parmi plusieurs qui sont disponibles dans la boîte. Et chaque chef viking va avoir un petit pouvoir particulier qui est indiqué en bas et surtout qui est indiqué de l'autre côté, parce que quand vous allez jouer au jeu, vous mettrez votre plaquette, hop, dans ce sens. Donc on étale les plaquettes au centre de la table, le dernier joueur en choisit une, puis l'avant-dernier, et ainsi de suite, jusqu'au premier joueur qui choisit son guerrier en dernier. Une fois que chacun a récupéré son guerrier, donc là c'est le joueur rouge, on va récupérer un certain nombre de ressources. On va récupérer tout d'abord des ouvriers. Donc si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous aurez 3 ouvriers de disponibles en début de partie, et un 4e qui devra être placé sur le plateau principal dans la baraque des ouvriers, que vous pourrez débloquer pendant la partie. Si vous jouez à 2 joueurs, vous commencerez directement avec 4 ouvriers disponibles. Sinon, vous le rangerez dans la boîte, le 4e. Et ensuite, on va avoir donc un jeton à sa couleur qu'on va pouvoir mettre ici pour identifier qui on est, et un autre jeton identique qu'on mettra autour du plateau principal pour marquer les points de victoire. On commence à l'emplacement 0, évidemment. Vous allez avoir ensuite un certain nombre de ressources. Donc dans le jeu, il y a plusieurs ressources. Vous allez avoir les jetons faveur, donc espèce de corne de brume ici. Vous allez avoir de l'argent, donc la monnaie. Vous allez avoir des ressources de nourriture et des ressources de bois. Nourriture en rouge, bois en marron. Et vous allez avoir des guerriers vikings. Les guerriers sont représentés par les dés. Vous allez avoir les gardes en blanc, les berserks en noir et les lanciers en rouge. En début de partie, parmi ces ressources, chaque joueur va recevoir un jeton faveur,
une pièce de monnaie, un jeton de nourriture, un jeton de bois et un garde, un dé blanc. Donc tout le monde reçoit exactement la même chose, et les dernières ressources que je vais expliquer, ce sont les jetons de déshonneur, ceux avec une espèce de démon dessus, ou de troll, une tête de troll plutôt. Ces jetons-là, au début, ils restent dans une réserve au centre de la table. Vous allez ensuite avoir 3 petits jetons de blessure que vous utiliserez pendant les combats, et éventuellement une petite plaquette d'aide de jeu qui vous résume un petit peu les différentes ressources d'un côté, et les différents types d'ennemis et de cartes de l'autre. La dernière chose que chaque joueur va recevoir, c'est une carte destinée, donc les cartes avec l'espèce de pluie de lumière ici. On en pioche une tous aléatoirement en début de partie, qu'on garde secrète, donc on peut la regarder. Ces cartes destinées, ça va être des cartes qui vont nous faire gagner des points conditionnels en fin de partie, en fonction de ce qui est indiqué dessus. On pourra gagner soit des points si on est le seul à avoir rempli la condition, soit si on est à égalité, on gagnera un peu moins de points, et ça, ce sera donc dévoilé en fin de partie. Donc on a tous une en début de partie, on pourra en gagner d'autres pendant la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, et une partie de Champions of Midgard va durer, comme vous disiez, 8 tours. Et à chaque tour, on va faire 3 phases de jeu bien précises, qui sont résumées sur le petit plateau ici. Il y aura une phase de préparation, où on va mettre en place les différentes cartes et les différents monstres sur le plateau. Il y aura une phase donc de déroulement, donc c'est la phase d'action, où on va chacun notre tour placer nos ouvriers sur le plateau pour faire les actions qui sont indiquées dessus. Une phase de combat, donc une fois qu'on aura fini de placer les ouvriers, il y aura éventuellement des combats qui vont se dérouler. Et ensuite, il y aura une petite phase de nettoyage, et on reprend, donc on passe au tour 2, et on reprend préparation, déroulement, nettoyage. On fait ça 8 fois, au bout des 8 tours, celui qui aura le plus de points de gloire, évidemment, est déclaré vainqueur, en sachant que la plupart des points vont être récupérés pendant la partie, mais qu'on en récupérera aussi à la fin de la partie, lors d'un décompte final, en fonction des objectifs qu'on a piochés et des monstres qu'on aura combattus. Donc la première étape d'un tour de jeu est très simple, la préparation. Vous allez tout simplement mettre en place les différents monstres. Donc les trolls, il y en a un qui sera disponible à chaque tour. Les drogres, il y en aura 2, que vous mettrez donc sur les emplacements indiqués. Vous allez mettre en place des cartes runes, il y en a 2 de disponibles. Les cartes de destinée restent face cachée. Vous allez mettre en place une carte marchand à chaque tour. Et vous allez mettre en place les cartes monstres et expéditions. Donc à chaque fois, il faudra mettre les cartes expéditions, cette fois-ci face cachée, et les cartes monstres face visible. Et donc là, vous allez avoir, en fonction du nombre de joueurs, un certain nombre d'emplacements. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, il y aura des monstres et des expéditions uniquement sur les 3 premières cases. Si vous jouez à 4 joueurs uniquement, vous remplirez aussi la dernière case ici. Donc voilà, toutes les cartes sont dévoilées face visible, sauf, je vous dis, les expéditions qui restent face cachée. Il y aura une action qui permettra d'aller les vérifier. En plus de ça, donc, des cartes à mettre en place, vous allez mettre sur tous les emplacements bleus, ici, des ressources. Donc vous allez mettre le fabricant d'épée des vikings guerriers, le fabricant de lance des vikings lanciers, fabricant de haches, les berserks, et au fumoir, vous allez mettre de la nourriture. Donc un petit cube de nourriture. Donc vous allez voir rapidement sur le plateau que vous allez avoir des emplacements de couleurs différentes. Les emplacements marrons, ce seront les emplacements sur lesquels, quand vous enverrez un ouvrier, vous ferez tout de suite l'action et on n'en parle plus. Les emplacements bleus, c'est pareil, sauf que ces emplacements-là, à chaque début de tour, ils sont réapprovisionnés. Donc on va rajouter des choses dessus, même si elles sont pas prises, on en rajoutera. Et les emplacements rouges, ce sont les emplacements de combat, qui vont donner lieu à des combats. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est à peu près tout pour la phase de préparation. On dévoile les cartes, on remplit les emplacements bleus. Ensuite on passe à la phase de déroulement où, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va pouvoir placer un de ses ouvriers disponibles sur le plateau de jeu pour faire l'action indiquée, et donc on va placer les ouvriers sur un des emplacements avec une petite pastille de couleur, en sachant que chaque emplacement est unique et ne peut accueillir qu'un seul ouvrier, sauf le terrain de chasse, tout en haut à gauche, qui peut accueillir un ouvrier de chaque joueur. Et on pourra aussi utiliser les ouvriers sur notre petite plaquette pour faire une action de mendicité, pour récupérer un jeton de nourriture et prendre un pion de déshonneur. Donc ça, c'est l'action à éviter au maximum, mais sachez qu'elle existe.
Donc on va jouer à tour de rôle, un ouvrier placé par le premier joueur, puis le second joueur place son ouvrier, puis le troisième joueur, et à chaque fois qu'on place son ouvrier, on résout l'action, sauf pour les actions avec des bandes rouges, qui sont les actions de combat. Donc je vais expliquer toutes les actions possibles, dans l'ordre de lecture du plateau, tout simplement. Donc la première action, l'action de chasse, c'est un bandeau rouge. Quand vous vous y placez, vous faites rien de plus. Ce sera une action qui sera résolue à la phase d'après, à la phase de combat, qui permettra d'aller chasser au lieu de combattre pour récupérer des cubes de nourriture. L'action d'à côté, combattre le troll, là il n'y a qu'un seul joueur qui peut s'y mettre. Ce joueur-là, à la phase d'après, que je vais expliquer aussi, va pouvoir essayer de combattre le troll pour réussir à gagner des récompenses qui sont indiquées sur la carte. Ça va être la même chose pour combattre le drogue de gauche, même chose pour celui de droite, donc bandeau rouge, tout ça. C'est juste, on se réserve la possibilité d'aller combattre l'ennemi. En dessous, le maître des runes ici va vous permettre de payer un bois, donc vous serez obligé d'avoir une ressource de bois dans votre réserve, pour pouvoir récupérer une des cartes face visible ici, ou la première carte de la pioche. Ces cartes-là, elles vont vous rapporter des points de victoire en fin de partie qui sont indiqués par les petits boucliers gris sur la carte, mais elles vous donnent aussi un petit pouvoir que vous allez pouvoir utiliser une fois pendant la partie. Donc il faudra les lire, je vous en lirai un ou deux tout à l'heure. Quand vous récupérez ces cartes, vous les mettez face visible à côté de vous, et à tout moment pendant la partie, pas nécessairement quand vous les récupérez, vous pourrez retourner la carte pour faire l'effet qui est indiqué dessus, qui va vous aider pour différentes choses. L'action d'à côté, la maison longue de Jarl, elle vous permet de récupérer le jeton premier joueur. Et en plus de ça, vous allez prendre un dé de garde, un dé blanc de la réserve générale, que vous allez pouvoir stocker. En sachant que si c'est vous qui possédez le jeton premier joueur, vous serez obligé, en faisant cette action, de le donner au joueur à votre gauche. Donc c'est une des façons de récupérer donc des dés de viking. De la même façon que le fabricant d'épée, le fabricant de lance, le fabricant de hache, qui vont vous permettre de récupérer tous les dés qui sont dans la case correspondante. Donc au début de la partie, il n'y en aura qu'un, mais je vous dis, si jamais personne n'y va pendant le premier tour, on va en rajouter à chaque fois, donc on pourrait y en avoir plusieurs. Et les dés de guerrier, quand vous les récupérez, vous devez pouvoir les stocker sur votre plateau personnel, en sachant que vous êtes limité à 8 guerriers au maximum, au même moment, peu importe les couleurs. Si vous devez en gagner plus que 8, vous remplissez au maximum, et les autres guerriers seront perdus. Donc voilà, des façons de récupérer les guerriers. Donc vous vous placez ici, vous prenez tous les dés là, ici, ici. Là, vous avez la possibilité d'en gagner un en prenant en plus le jeton premier joueur. Vous avez au-dessus le marché qui va vous permettre d'échanger des ressources, donc autant que vous voulez, entre la nourriture, les pièces et le bois. Vous allez pouvoir échanger au ratio de 1 pour 1 les ressources que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir les étals. Donc là, c'est ceux que j'ai piochés pour cette partie-là. Il y en aura d'autres, je vous laisserai les découvrir, mais en gros, ça va être des échanges aussi, ou des gains de ressources. Donc le milicien, par exemple, c'est un étal de type militaire qui va vous permettre de payer une nourriture pour gagner 2 dés blancs à stocker encore sur son plateau. Le marchand généreux, il vous permet de gagner tout de suite un bois et une nourriture, et le voyageur fortuné vous permet tout de suite de gagner 2 pièces. Donc voilà, ça c'est des tuiles, je vous dis, que j'ai pioché, il y en a d'autres dans la boîte. Donc pareil, un seul emplacement de disponible par tuile. Le fumoir, juste en dessous, il permet de gagner tous les cubes de nourriture qui sont présents dans la case. Encore une fois, c'est approvisionné à chaque tour. Le navire marchand, ça va dépendre de la carte. Il y a 8 cartes à chaque fois, ce sont les mêmes, qui sont donc mélangées en début de partie, qui arriveront différemment en fonction des tours. Là, à chaque fois, il faudra payer une pièce, et vous gagnerez ce qui est marqué dessus. Donc là, vous pourrez payer une pièce pour gagner un berserk et un lancier. Au tour d'après, cette carte elle sera recouverte, vous pourrez payer une pièce pour gagner 2 berserk. Et ainsi de suite, il y aura des choses différentes à gagner, des ressources ou des guerriers. Ensuite, vous avez la hutte du sage qui va vous permettre de regarder une des cartes expédition face cachée ici, secrètement, de l'analyser, d'essayer de la mémoriser pour avoir des informations sur la lutte contre les monstres ici, je vais expliquer juste après. Et en plus de ça, vous allez piocher la carte de destinée suivante, là encore, que vous pourrez regarder et que vous dévoilerez en fin de partie pour gagner des points. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez cet emplacement-là qui va vous permettre de dépenser de l'argent pour gagner des jetons faveur. Les jetons faveur, je vous le dis tout de suite, c'est des jetons qui vont vous servir à relancer les dés, principalement, quand vous allez faire les combats, qui peuvent aussi vous faire gagner des points en fin de partie. Vous allez avoir la baraque des ouvriers ici qui va vous permettre de récupérer votre 4e ou 5e ouvrier en fonction du nombre de joueurs
donc l'ouvrier qui est dispo ici. Là, en fait, ça va être le premier joueur qui va récupérer son ouvrier, va payer 5 pièces, puis le second joueur paiera 4 pièces, le troisième joueur 3 pièces. En gros, plus vous récupérez votre ouvrier tôt dans la partie, plus vous le payerez cher, plus vous attendez, moins vous le payerez cher. Je crois qu'on a vu à peu près toutes les actions les plus simples. Il nous reste le charpentier. Donc le charpentier, c'est celui qui va permettre de construire un drakkar personnel. Donc là, vous allez payer le nombre de pièces qui va être indiqué sur le drakkar, donc pièces et bois. Donc évidemment, plus le drakkar est petit, moins il rapportera de points et moins il aura de capacité. Vous payez ce qu'il faut, vous récupérez la tuile à côté de votre plateau personnel, et vous pourrez l'utiliser comme n'importe quel drakkar. Et il vaudra donc des points. Et sinon, donc vous allez pouvoir emprunter les drakkars qui sont disponibles sur le plateau. Ces drakkars-là, quand vous mettez un ouvrier dessus à votre couleur, tout de suite, vous allez devoir l'envoyer en mer pour aller affronter un des monstres qui est placé en début de partie. Donc vous choisissez le monstre que vous voulez affronter, et vous aurez, avant d'affronter le monstre, à affronter les petites péripéties de l'expédition en mer. Voilà à peu près. Donc là, envoyer les drakkars, pareil, c'est juste on déplace la tuile, et ensuite on va devoir attribuer les guerriers pour aller combattre le monstre de la même façon que contre les trolls et les drogres là-haut. C'est tout pour les actions qui sont disponibles, et je vous dis, si jamais vous voulez pas utiliser un personnage sur le plateau principal, vous pouvez l'utiliser sur votre plateau personnel pour mendier, récupérer un jeton de nourriture et un jeton de déshonneur que vous garderez. Les jetons de déshonneur, évidemment, ils vous feront perdre des points en fin de partie. J'expliquerai tout à l'heure aussi. Une fois que tout le monde aura placé ses ouvriers sur le plateau, on passe à la phase d'attribution des vikings, de répartition des vikings sur les monstres contre qui on doit combattre. Donc ça, c'est une étape simultanée. Les joueurs vont prendre les dés de vikings qu'ils ont sur le plateau personnel et les attribuer sur les différents monstres contre qui ils veulent combattre, là où ils ont placé leurs ouvriers. Donc là, par exemple, je me suis placé pour combattre le troll, je vais devoir attribuer des dés de vikings sur le troll pour essayer de le vaincre. J'aurais aussi pu me placer sur notre ennemi, et dans ce cas-là, j'aurais dû répartir mes dés sur les différents ennemis, en sachant que ensuite on va passer à la phase de combat, et il va falloir essayer de bien faire attention aux dés qu'on va envoyer. Il pourrait y avoir certaines contraintes. Donc je vous ai mis ici des exemples de monstres. Donc le troll, le principe, chaque monstre sera toujours le même. Vous aurez la force d'attaque de l'ennemi et la défense. Donc ils sont indiqués en haut à gauche et à droite. Ce sera pareil pour les drogues, ce sera pareil pour les monstres qui peuvent apparaître dans les mers. Et donc le nom de l'ennemi tout en haut. Et en bas, ça va être à gauche et à droite les récompenses. Donc à gauche, il y aura toujours des points de gloire qu'on gagnera dès qu'on vaincra le monstre. Et à droite, ben, ça va dépendre. Contre les trolls, ce sera toujours du bois. Contre les drogres, ce sera toujours de la monnaie, de l'argent. Et contre les monstres en bas, ce sera toujours des jetons faveur qu'on pourra gagner. Et ensuite, au centre, ben, on va avoir de temps en temps des petits pouvoirs ou des petites contraintes avant de combattre les monstres. Donc par exemple, celui-ci, on vous dit qu'on ne peut pas envoyer de lancier pour pouvoir le combattre. Les lanciers seront inutiles, les dés rouges ne pourront pas combattre contre lui. Donc il faudra faire attention à ces symboles-là. Il y aura les mêmes pour les gardes et les mêmes pour les berserks, donc les épées ou les haches rayées. Donc à tenir compte. Les trolls, leur capacité, c'est toujours la même. C'est que si jamais le troll n'est pas vaincu lors d'un tour, donc il n'y a qu'un troll par tour, tous les joueurs vont prendre un jeton de déshonneur. Par contre, si un joueur arrive à vaincre le troll, lui, il va pouvoir se défausser d'un jeton de déshonneur et en donner un de la réserve à un autre joueur de son choix. Donc voilà ce qui se passera à chaque fois qu'il y aura un troll qui sera combattu ou pas. Sinon, à chaque fois, je vous dis, ce sera des récompenses qui sont indiquées en bas de la carte. Une fois qu'on a tous attribué donc nos dés sur les ennemis, on va résoudre les combats dans le sens des lectures du plateau. Donc on va commencer d'abord par le terrain de chasse. Donc le terrain de chasse, en fait, ça va consister, si on s'est placé dessus, évidemment, il faut avoir mis son ouvrier dessus, à lancer les dés qu'on n'aura pas attribués ailleurs. Donc les dés qui restent sur notre plateau, les vikings qui restent sur notre plateau, on va pouvoir les lancer. Donc admettons, il me reste 2 dés sur mon plateau. Je vais pouvoir lancer tous mes dés, et par symbole d'arme indiqué sur le dé, donc oui, je vous ai pas montré, mais les dés, il y a soit une arme, soit 2 armes, soit de temps en temps un bouclier, soit rien du tout.
Les boucliers, il n'y en a pas sur les dés noirs, par exemple. Les berserk, ils se défendent pas, ils font que attaquer. Donc en fonction du résultat de mon dé, chaque symbole d'arme me fera gagner un jeton de nourriture, un pion de nourriture, un pion rouge, à mettre dans ma réserve, en sachant que je ne peux pas dépasser 6 avec cette action-là de chasse. Je peux, comme je vous dis, à chaque fois que je lance des dés, si je suis pas content du résultat, utiliser un jeton de faveur, défaussé dans la réserve, pour relancer autant de dés que je veux. Et je peux faire ça autant de fois que j'ai de jetons. Donc voilà pour la chasse, récupérer de la nourriture. Ensuite, on passe au combat du troll. Donc le combat du troll, on va dire que c'est celui-là qu'on doit combattre pour que ce soit plus lisible. J'ai attribué donc ces dés-là au troll que je veux combattre. Je vais lancer les dés. Et là encore, je vais regarder le nombre de touches que je fais, donc chaque symbole d'arme égale une touche, et éventuellement, chaque symbole de bouclier me protège d'un dégât, parce que les dégâts vont être simultanés. Donc là, j'ai fait mon lancer, là encore, je peux relancer des dés si je suis pas content, mais là, moi, je vais mettre 2 dégâts au troll, qui a 3 de vie, donc je vais pouvoir utiliser les jetons de dégâts pour lui dire que je l'ai touché 2 fois, mais lui, en même temps, il va me mettre 2 dégâts, et avec mon bouclier, j'en pars 1, donc je vais prendre 1 dégât parmi les 2 qu'il est censé me donner. Et chaque dégât que moi je dois prendre, ben c'est un dé que je dois défausser. En fait, il me tue un viking, il me tue un dé. Donc je choisis à chaque fois le dé que je veux défausser. Donc admettons que ce soit celui-là. Je le remets dans la réserve. Et donc tant que il me reste des vikings, ou alors qu'il lui reste de la vie, donc lui vous voyez il a 3 de vie, je lui ai mis que 2 dégâts, le combat va continuer. Donc là il me reste des vikings, ben je vais pouvoir refaire un round de combat, relancer mes 2 dés, pour essayer de le tuer. Donc là je lui mets 3 dégâts, 2 haches et une épée, donc je vais le tuer, mais lui il va me mettre 2 dégâts aussi, donc il va me tuer aussi mes 2 guerriers, puisque j'ai pas de défense cette fois-ci, donc je perds mes dés, mais je l'ai vaincu, et quand on vainc un personnage, ben, on gagne la récompense qui est indiquée en bas, donc là je prendrai 6 points de victoire tout de suite sur le plateau, et un jeton de bois, et je pourrais, comme c'est le troll, me défausser d'un jeton de déshonneur si j'en avais eu un, et je vais pouvoir cibler un autre joueur pour qu'il prenne un jeton de déshonneur. La carte troll, donc la carte du monstre qu'on aura vaincu, on va la garder face cachée, à côté de son plateau. Tous les monstres qu'on combat, qu'on arrive à battre, on les garde à côté de notre plateau, face cachée, et vous avez peut-être remarqué que les trolls donc sont tous gris, mais tous les autres ennemis du jeu, donc les drogres et les monstres, vont avoir une petite couleur, donc soit bleu, soit jaune, soit rouge, donc il y a 3 couleurs dans le jeu. Bon, mais ça en fait, ça va être, il va y avoir un principe de collection à la fin de la partie, par trio de monstres de couleurs différents que vous avez combattus, vous gagnerez des points de gloire supplémentaires, vous gagnerez 5 points de gloire. Donc il y aura un petit intérêt aussi à essayer d'aller combattre des monstres de couleurs différentes. Donc voilà pour un round de combat, comment ça va se passer. Je vous ai montré pour le troll, ça va être exactement la même chose pour les autres monstres qu'on va résoudre, je vous dis, dans le sens de lecture du plateau. Donc après avoir résolu le troll, on va passer au premier drogre, si quelqu'un a décidé de le combattre. Si personne ne s'est placé dessus, il se passera rien. Le second, et ensuite on va passer aux expéditions. Donc les expéditions c'est un peu différent. Là il y aura une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'au moment où on a fait l'attribution des vikings, normalement j'ai envoyé des vikings sur mon bateau ici, il faut aussi envoyer de la nourriture, parce que les expéditions c'est un peu long, il faut prévoir la nourriture pour nourrir les vikings. Donc là, on va devoir prendre donc des ressources rouges de notre réserve, et les placer avec nos vikings, en respectant les limites de capacité de chaque bateau. Donc là, j'ai utilisé le petit drakkar public. Le petit drakkar public, il me dit que je ne peux placer qu'un maximum de 5 éléments sur le bateau. Donc là, j'ai 2, 3, 4 éléments. J'aurais pu mettre éventuellement un élément de plus. J'aurais pu mettre par exemple une nourriture de plus, au cas où. Et c'est tout ce que je peux placer ici. Le grand drakkar, c'est 10 éléments que je peux placer, et en fonction des autres drakkars, on va pouvoir placer plus ou moins de vikings ou de nourriture. Donc ça c'est au moment où on place les vikings sur les... Et donc quand on résout le combat, donc là pareil on va résoudre de gauche à droite, donc là il y a personne, il se passe rien. Là il y a quelqu'un, on va tout de suite révéler en premier la carte d'expédition, pardon. Et cette carte-là, on va résoudre ce qui a marqué dessus. Donc là on vous dit, perdez une nourriture. Calme plat. Donc je dois perdre un petit cube de nourriture ici. Et une fois que j'ai perdu mon cube de nourriture, je vais devoir nourrir mes guerriers avant d'affronter le monstre de la colonne.
Donc nourrir les guerriers, sur les 2 premiers emplacements, une nourriture permet de nourrir 2 guerriers. Donc là, avec un cube de nourriture, je peux nourrir mes 2 guerriers. Donc je défausse le cube. Et de toute façon, toute la nourriture qui aura été mise sur le bateau, elle sera défaussée à la fin du round. Donc il faut juste en prévoir au cas où on en perde dans les expéditions. Je vous montre juste d'autres expéditions. Donc là, c'est la même. Ici, par exemple, c'est un kraken. C'est un ennemi supplémentaire qu'il va falloir battre avant de battre l'ennemi principal. Donc il vous fera gagner des points de victoire, mais il va falloir faire un round de combat avant même de passer à la phase de nourriture. Donc ça va être un peu plus compliqué, et il y a d'autres événements que je vous laisserai découvrir. Donc, on a placé nos nourritures et nos ouvriers, on dévoile la carte expédition, on fait ce qui est marqué dessus, ensuite on doit nourrir nos guerriers, pardon, et ensuite on passe au combat. Donc avec les dés qui va nous rester, parce qu'on peut éventuellement perdre des dés en fonction de ce qui se passe pendant l'expédition, on va combattre tout simplement. Donc là, je dois me battre contre lui, donc mon dé rouge, il ne sert à rien, j'ai pas fait attention. Mais du coup, je vais lancer ce dé, et c'est un combat qu'on va résoudre exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si on gagne le combat, on gagne la carte, on marque les points de victoire, on gagne un jeton de faveur. Et c'est à peu près tout pour la phase de combat, et donc on a fini la 2e étape d'un tour, le déroulement. On fait tous les combats, et c'est terminé. Ensuite, on passe à la phase de nettoyage. La phase de nettoyage, c'est très simple. Chaque joueur va récupérer tous les ouvriers qu'il a placés sur le plateau principal, les remettre dans sa réserve. On va défausser le troll s'il n'a pas été vaincu. On va défausser les drogres s'ils n'ont pas été vaincus aussi. On va aussi défausser les cartes expéditions qui auront été révélées. Donc là, ce serait celle-ci. Donc à chaque fois, vous avez de la défausse ici des ennemis et des expéditions. Donc vous prenez les cartes défaussées. On va le faire pour l'exemple. Hop, ces cartes-là, elles sont défaussées ici. Lui, admettons, on l'a vaincu. Hop, il est plus là. Une fois qu'on a fait tout ça, on va rajouter une pièce d'or sur chaque monstre, donc ceux du bas qui n'ont pas été vaincus, pour les rendre plus attractifs. Évidemment, quand ils seront vaincus plus tard, le joueur qui les a vaincus va gagner l'or qu'il y a dessus. On vérifie si on est à la fin du 8e tour, donc là c'est pas le cas. Sinon, on avance tout simplement le marqueur de tour de jeu, et on passe à une nouvelle phase de préparation, où on va remettre un troll, remettre des drogues, remettre des cartes expédition là où il y en a plus, remettre des monstres là où il y en a plus, retourner les tuiles marchands, re-remplir les réserves ici bleues avec des dés ou de la nourriture. On remet, le bateau à sa place ici, et on commence un nouveau tour, exactement comme j'ai expliqué. On attribue nos dés, on fait toutes les étapes, attribution des vikings, combat, et on va faire ça 8 fois. À la fin du 8e tour, il y aura un décompte de fin qui va avoir lieu. Lors de ce décompte, la première chose à faire, ça va être de dévoiler nos cartes destinées et de regarder combien de points elles nous rapportent. Donc là, j'en ai 2, admettons. Celle-là, elle me dit qu'il faut que j'ai le plus de jetons faveur à la fin de la partie. Donc les jetons comme ça. Si c'est moi qui en ai strictement le plus, et je suis tout seul à en avoir le plus, je vais gagner 4 points. Si on est plusieurs à égalité pour en avoir le plus, admettons j'en ai 1, et il y a un autre joueur qui en a 1, et c'est le plus grand nombre, je vais gagner 2 points. Mais il y a que moi qui ai cette carte qui marque les points. Même s'il y a des joueurs à égalité avec moi, eux, ils servent juste à m'embêter, ils marqueront pas les points. Celle-là, elle me dit d'avoir le plus de ressources de bois à la fin de la partie. Même principe, si c'est moi qui en ai strictement le plus, je gagne 5 points. Si on est plusieurs à égalité à en avoir le plus, je gagnerai que 2 points. Donc ça, c'est première chose pour gagner des points. Ensuite, comme je vous ai dit, on va dévoiler tous les monstres qu'on a vaincus, et par trio de monstres de couleurs différentes, donc bleu, jaune et rouge, je gagnerai 5 points de gloire supplémentaires. Je vais avancer. Donc si j'ai pas de trio, je gagne rien. Il faut vraiment avoir un set d'ennemis différents, en sachant que les trolls sont incolores et ne comptent pas pour ces points-là. Ensuite, on gagnera éventuellement les points des cartes runes qu'on aura récupérées pendant la partie. Donc les cartes runes, je vous ai dit, c'est des petits pouvoirs qu'ils aient été utilisés ou pas. Je vous dis, sont utilisables qu'une fois par partie. Donc face cachée ou face visible, ils nous rapporteront les points qui sont indiqués dessus. Et donc des exemples de à quoi ça peut servir. Celui-là, il vous dit que les résultats des boucliers infligent aussi un dégât. Donc quand vous lancez des dés pendant les combats, les boucliers normalement ça vous protège, là en plus ça protège, mais ça attaque aussi. Donc ça voilà, je peux l'utiliser au moment quand j'ai lancé mes dés. Celle-là, elle me dit que je peux piocher 2 cartes destinées additionnelles quand je rends visite à la hutte du sage.
et par contre j'en gagne qu'une. C'est pour avoir plus de choix sur les cartes objectifs, les cartes destinées ici. Donc voilà ce genre de carte. On gagne les points qui est marqué dessus. Ensuite, on gagne éventuellement les points qui sont indiqués sur les dracars privés. Donc ces dracars, quand on les construit, ils valent des points, c'est uniquement en fin de partie qu'on les marque. Et j'ai pas dit, mais les dracars privés, évidemment, on peut en acheter que un seul par joueur et par partie. On peut pas tous les acheter, c'est un seul par joueur. Chaque jeton faveur qui nous reste vaut 2 points. Chaque lot de 3 pièces qui nous reste vaut 1 point. Et ensuite, en fonction du nombre de tuiles de déshonneur qu'on aura, on va perdre plus ou moins de points. Et là, c'est un peu dommage que ce soit pas rappelé sur le plateau quelque part. Il faudra se fier à la règle. Et donc, on vous dit que si vous en avez que 1, vous perdrez 1 point. Si vous en avez 2, vous perdez 3 points. 3, 6 points. Et jusqu'à 6+, vous perdrez 21 points. Donc, les jetons déshonneur, il faut éviter d'en avoir. Et donc, c'est le joueur qui aura le plus de points, évidemment, qui sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui qui aura vaincu le plus de monstres en contrant les trolls. Et sinon, on se partage la victoire. Voilà pour les règles de base de Champion of Midgard. Donc c'est déjà un très bon petit jeu à base de dés, assez sympathique. Maintenant je vais vous expliquer ce qu'apportent les 2 extensions. Donc la première extension c'est The Dark Mountains. Je vous explique tout de suite ce que ça rapporte. Alors la première chose qu'apporte cette extension, Dark Mountain, c'est le fait de pouvoir jouer jusqu'à 5. Donc vous avez le matériel pour le 5e joueur, donc le joueur noir. Le fait de jouer jusqu'à 5, ça va entraîner quelques modifications. Vous allez avoir notamment un bateau de plus à construire pour si vous jouez à 5 joueurs, que vous pourrez rajouter. Vous allez avoir un petit plateau marché ici qui va vous permettre de rajouter des tuiles militaires ou des tuiles économie pour jouer à 5. Donc là, si vous jouez à 5, il y aura les 4 tuiles ici, plus 2 tuiles, une militaire et une économie en plus que vous mettrez ici. Vous allez avoir aussi la petite tuile de mendicité. Vous disiez c'était l'action qu'on pouvait faire sur son plateau personnel. Là, ils ont fait la petite tuile qui va bien pour pouvoir se placer et donc prendre un jeton de déshonneur et prendre une ressource au choix, cette fois-ci, de la réserve. Donc soit une pièce, soit un bois, soit une nourriture. Donc ça, vous la rajouterez. Vous pourrez la laisser sur le plateau principal si vous jouez à moins de 4 joueurs. Sinon, vous la mettrez là. Vous allez avoir des nouvelles cartes runes, vous allez avoir une nouvelle carte de destinée aussi, donc à mélanger aux cartes runes et destinées. Je vous les montre pas nécessairement, mais voilà, c'est du matériel supplémentaire. Et vous allez surtout donc avoir aussi des nouvelles tuiles militaires et des nouvelles tuiles économie. Des petits jetons pour quand vous dépassez les 100 ou les 200 points de victoire. Donc voilà, tout ça c'est un peu superficiel. Vous allez aussi avoir 2 nouveaux leaders, 2 nouveaux chefs vikings, qui viennent chacun avec leur petit pouvoir. Hein. Ça pareil, j'ai pas expliqué tout à l'heure, mais chaque viking a un petit pouvoir tout au long de la partie. Donc voilà, des nouveaux pouvoirs qui sont liés un petit peu au matériel supplémentaire que vous pourrez avoir en début de partie. Et vous allez surtout avoir la zone de montagne ici, sur laquelle vous allez pouvoir aller essayer de combattre les géants, donc les bears grisards, qui sont les géants vikings. Ce plateau-là, vous allez le mettre en place en début de partie, vous allez avoir les cartes correspondantes, donc un nouveau type d'ennemi, des cartes à dos bleu, et exactement comme pour les drogres et un petit peu comme pour les expéditions, vous allez avoir les petites cartes d'expédition vertes, les emplacements pour aller combattre donc les monstres que vous dévoilerez en début de partie, avec leurs cartes associées, et quand vous voudrez commencer un combat contre eux, il faudra encore une fois aller regarder ce qui va se passer, et là généralement il va falloir payer des pièces pour éviter de perdre des choses. Donc là par exemple je vous dis de payer une pièce ou perdre 2 des vikings. Donc il y aura plus ou moins de pièces à payer pour éviter des catastrophes, pour pouvoir ensuite aller combattre les ennemis. De la même façon, quand vous allez à la hutte du sage, que vous pouvez regarder une carte expédition, en plus de regarder, ou plutôt au lieu de regarder une carte bleue, vous allez pouvoir regarder une des cartes ici, vous choisirez une des cartes expédition à regarder. Et là, les combats, ça va se dérouler exactement pareil, sauf que eux, ils vont vous faire gagner un nouveau type de dés, les dés verts, les dés des rangers, qui vont permettre, eux, d'être plus efficaces à la chasse, parce qu'ils ont des petits symboles de cerf ici. Quand vous les utilisez à la chasse, ils vont vous permettre de gagner plus de ressources. Donc quand il y a le symbole de cerf, c'est une ressource supplémentaire. Donc voilà, les dés verts, et ils ont plus de face avec des touches que les autres dés. Vous pourrez aussi évidemment utiliser ces dés pour combattre les monstres, à part justement les géants des montagnes qui sont immunisés contre les dés verts. Ils les font gagner, mais on ne peut pas les utiliser contre eux. Voilà à peu près pour l'extension Dark Mountain. Donc pouvoir jouer à 5, ce petit plateau là en plus qui ouvre un petit peu les possibilités de combat.
des nouveaux personnages de départ, des nouvelles cartes runes, des nouvelles tuiles pour les étals. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant je vais vous présenter l'extension Valhalla, qui est encore plus intéressante. Au niveau de l'extension Valhalla, donc vous avez la règle ici, vous allez aussi avoir 2 nouveaux chefs vikings à choisir en début de partie, donc chacun avec leurs pouvoirs différents. Donc ça fait un total assez conséquent de personnages en début de partie. Vous allez avoir des nouveaux guerriers vikings, donc vous allez avoir les berserkers en rose et les guerriers à bouclier en jaune. Donc les caractéristiques, c'est que les guerriers à bouclier peuvent avoir à la fois un symbole d'attaque et un symbole bouclier sur certaines faces. Et les berserkers, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de faces avec un double attaque. Donc ils sont un peu plus méchants et aucun bouclier. Donc voilà, des nouveaux guerriers que vous allez pouvoir recruter de différentes façons. Vous allez voir après comment. Vous allez avoir pour chaque personnage des petites tuiles de pouvoir particuliers. Donc là, il y a une tuile par personnage de toutes les extensions. Ces petites tuiles, elles vont être attribuées donc au personnage, elles vont donner un petit pouvoir supplémentaire, et elles vont venir avec le dé de leader. Donc votre héros va avoir son propre dé, un dé bleu, que vous allez pouvoir utiliser. Donc il prend pas les emplacements parmi les 8 cases ici, il a un emplacement bien spécifique, que vous allez pouvoir utiliser pendant les combats, qui pourra aussi mourir, mais qu'on pourra ressusciter. C'est le seul dé qu'on va pouvoir ressusciter grâce aux Valkyries, je vais expliquer après. Ce dé-là, donc, il va avoir des faces d'attaque, il n'aura pas de défense, et il aura 2 faces avec le petit symbole de casque de chef, qui permettra de déclencher le petit pouvoir indiqué sur la petite tuile, mais qui sera donc différent en fonction des leaders. Donc lui, par exemple, chaque fois que j'aurai cette face, je pourrai récupérer une ressource du navire marchand, et si c'est un viking, je pourrais le lancer directement dans le combat, par exemple. Les autres, je vous laisserai découvrir, il y a plein de petits pouvoirs spécifiques. Donc ça fait un petit dé supplémentaire à utiliser, que vous aurez en début de partie. Vous allez avoir, surtout, dans cette extension, le plateau Valhalla, ici. Et sur ce plateau Valhalla, il va y avoir 2 choses. Il va y avoir les monstres légendaires, que vous allez placer ici en début de partie. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, il n'y en aura que 2. Si vous jouez à 4 ou 5, il y en aura 3, qui seront du coup piochés parmi un deck de monstres donc connus des légendes nordiques, assez costauds, qui vont vous donner des points si vous arrivez à les battre, et aussi des points de victoire de fin de partie généralement, des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Donc ces ennemis, vous les piocherez aléatoirement en début de partie, et il y en aura que 2 ou 3, donc en fonction du nombre de joueurs, pour toute la partie. Dès que vous en battez un, il n'y en a pas un nouveau qui apparaît. Eux, ils restent jusqu'au bout de la partie. Et ensuite, vous avez tout un deck de cartes Valkyrie. Ces cartes-là, vous les mélangez en début de partie, vous les mettez là, et vous en révélez 4 sur le plateau en début de partie. Et ces cartes Valkyrie, elles vont avoir un petit pouvoir. Et tout ce plateau Valhalla va être utile grâce aux dés aux guerriers que vous allez faire mourir, que vous allez perdre, parce que chaque dé que vous perdrez vous fera gagner un petit jeton de la couleur correspondante au dé. Vous aurez d'ailleurs une petite plaquette comme celle-ci, que vous pourrez mettre à côté de votre plateau, sur laquelle vous pourrez stocker ces petites ressources. Ce sont donc les soldats morts au combat. Et donc après chaque combat, vous allez pouvoir dépenser ces petits jetons pour interagir avec ce plateau Valhalla. Vous allez pouvoir dépenser ces jetons déjà pour gagner des points de victoire. Vous pourrez dépenser 2 jetons, n'importe lesquels, pour gagner un point de victoire, après chaque combat. Ou bien 3 jetons, n'importe lesquels, pour gagner n'importe quel dé de guerrier de la réserve, que vous récupérerez sur votre plateau. Vous êtes toujours limité à 8 emplacements. Vous pourrez prendre la couleur que vous voulez. Vous pourrez aussi prendre les rangers si vous jouez avec l'extension Dark Mountain. Ça, c'est la première chose, mais vous allez surtout pouvoir les utiliser pour récupérer les cartes Valkyrie ici. Les cartes Valkyrie, il y en a de 2 types. Il y a les cartes avec un petit pouvoir permanent, et il y a les cartes instantanées. Donc celle avec un pouvoir permanent, c'est celle avec le symbole de point de victoire ici. Pour pouvoir récupérer ces cartes, il faut pouvoir dépenser les jetons qui sont indiqués au centre de la carte ici. Donc là, il faudrait deux berserks qui sont fait tuer. Vous avez 2 jetons berserk, vous les dépensez. Vous gagnerez à chaque fois les points de victoire correspondant à la manche en cours. Donc si vous êtes au 4e tour de jeu, ça fait 4 points de victoire tout de suite. Et ensuite, vous aurez un petit pouvoir. Donc là, on vous dit, chaque fois que vous combattrez tel type d'ennemi, les boucliers, un bouclier pourra bloquer tous les dommages. Donc là, celui-là, c'est le même. Après, mais il y en a différentes qui peuvent être utiles. Donc c'est des permanents que vous utiliserez pendant toute la partie.
Les cartes Valkyrie qui sont des one-shot, pareil, vous payez le coût qui est indiqué ici. Quand il y a un point d'interrogation, évidemment, c'est le jeton de votre choix. Et ça vous permet de faire revivre votre leader. Donc si vous l'avez utilisé pendant les combats et que vous le perdez, vous le mettez dans la réserve, grâce à Valkyrie, vous pouvez récupérer votre dé de leader. Et en plus, vous gagnerez plus ou moins de ressources. Donc là, c'est 3 ressources au choix. Vous pourrez gagner les dés jaunes. Vous pourrez gagner 3 jetons faveur. Il y a plein de choses. Vous pourrez vous débarrasser de vos jetons de déshonneur, gagner les dés roses, gagner les dés jaunes. Donc c'est surtout comme ça qu'on va gagner les nouveaux dés de couleurs différentes. Donc voilà, à chaque combat et à chaque fin de combat, vous allez aussi pouvoir dépenser ces jetons pour essayer de vaincre les créatures légendaires ici, en dépensant cette fois tout un tas de jetons différents. Si vous y arrivez, vous récupérez la carte, vous marquez les points de victoire et vous aurez les points de victoire conditionnels de fin de partie. Voilà à peu près pour les nouveautés de cette extension. Il y a aussi des nouvelles cartes destinées, il y a aussi des nouvelles cartes runes, une nouvelle carte pour les étals. Donc plein de matériel supplémentaire et de choses qui permettent de varier les parties. Une chose à savoir, c'est juste les dés roses de Berserkers, là, qui sont très forts, qui tapent un peu fort. Quand vous devrez perdre des dés dans un combat, parce que vous avez subi des dégâts, ce sont les premiers dés que vous devrez défausser. Les dés roses doivent être défaussés en premier. Ce sont les plus bourrins, mais c'est ceux qui meurent le plus vite. C'est à peu près tout pour cette extension, et donc elle est très intéressante parce qu'elle rend le sacrifice très utile. C'est-à-dire que quand vous perdrez des dés, ça vous permet de gagner ces petits jetons, et ces jetons vont avoir un intérêt sur ce plateau pour gagner plein de choses. Et donc ça rend le jeu beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Comme je vous ai dit, ces 2 extensions, Dark Mountain et Valhalla, sont en anglais, mais il n'y a pas de souci pour y jouer avec la version française du jeu, si ce n'est le dos des cartes, qui est légèrement différent. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur, très légère, entre les cartes des extensions et les cartes du jeu de base. C'est à peu près la même chose pour tous les types de cartes, mais honnêtement, ça n'a pas un gros impact sur le jeu, c'est pas du tout gênant. Après, oui, il y a un peu de texte en anglais, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est tout à fait jouable. On peut évidemment combiner les 2 extensions avec le jeu de base, et ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est là que le jeu prend toute sa richesse. Ça complexifie pas vraiment le jeu, ça juste ouvre un peu plus les possibilités. Et ça en fait au final un excellent jeu de gestion et de dés. Parce qu'on va beaucoup manipuler les dés dans ce jeu. Un jeu voilà que je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu. Très intéressant. Donc Champion of Midgard, surtout avec ses extensions, c'est beaucoup plus sympa. Bon jeu.